Devenir père. Voilà un sujet qui me paraissait lointain lorsqu'il a été question de choisir un titre pour le colloque. Au départ, je me suis dit que c'était certainement parce que j'étais une femme. Je balayais trop vite cette question. Lorsqu'une femme désire devenir mère, elle a une intuition de ce que pourrait être un père pour l'enfant qu'elle portera, dont elle accouchera et dont l'avenir sera à construire ensemble au sein d'une famille. Même si les réponses à cette question restent singulières, cela est très important dans le choix amoureux d'une femme. Est-ce que l'homme que je choisis sera aussi un bon père ? En commençant à écrire sur le sujet, j'ai remarqué que très peu de pères étaient en cure à ma consultation, d'où une certaine difficulté lorsque je me suis proposée pour intervenir aujourd'hui. Cependant, un psychanalysant que je nommerai Paul a retenu mon attention. Il est venu consulter, s'est vu être père il y a quelque temps et a pu associer librement son rapport à la paternité sur le divan. Un des motifs de son arrivée au cabinet et de son installation sur le divan était la peur qu'il avait de reporter ses angoisses sur l'enfant à venir. J'ai été émue par sa démarche, que j'ai trouvée particulièrement civilisée, et je me souviens m'être dit que c'était peut-être ça, être père, être très civilisé. Le fait que Paul protège son enfant de ses propres turpitudes et qu'il se rende disponible pour cela m'a fait songer à une citation de Françoise Dolto que voici. Donc je la cite. « Le père symbolique, c'est celui qui donne son nom et son amour. » À l'heure du don de sperme, où certains majeurs de sexe masculin ne s'empêtrent ni de donner leur nom, ni leur amour, ni leur temps, ni leur disponibilité, ni d'aider et d'accompagner un enfant à devenir adulte, la position de père se perd. Effectivement, certains hommes n'assument pas d'occuper cette position et ne s'encombrent pas non plus de savoir quelle femme, future mère, occupera la position maternelle aux côtés d'un tout jeune être en devenir. Voilà pourquoi j'ai été particulièrement interpellée par la responsabilité de Paul, qui ne recule pas devant le fait de se confronter à lui-même, car oui, être père, cela somme. Dolto écrivait ceci. Si ses parents ont besoin d'être soignés pour eux-mêmes, c'est qu'en mettant cet enfant au monde, ils l'ont totalement perturbé en transférant sur lui leur propre vécu archaïque. C'est une relation de transfert au lieu d'une relation vraie. Dans ce cas, comme les parents de la réalité jouent une relation d'objet faussée par répétition de leur passé sur leur enfant, il est nécessaire que les psychanalystes les entendent dans l'intérêt de l'enfant, pour savoir à quelle projection le petit doit faire face, au jour le jour, dans son éducation. Fin de citation de Dolto. Je cite Manoni qui écrivait en 1965 « Ce n'est pas tant la confrontation de l'enfant avec une vérité pénible qui est traumatisante, mais bien la confrontation avec le mensonge de l'adulte, c'est-à-dire son fantasme. Dans son symptôme, c'est bien ce mensonge qu'il présentifie. Ce qui lui fait du mal, c'est non pas tant la situation réelle que ce qui, dans cette situation, n'a pas été clairement verbalisé. C'est le non-dit qui prend ici un certain relief. » Fin de citation de Manoni. Elle nous dit ensuite que son attention en tant que clinicienne va davantage se porter sur la parole des parents, notamment la parole de la mère, car dans son discours va dépendre la position du père pour l'enfant, et cela joue un rôle dans son Oedipe. Cela est intéressant, c'est vrai, mais insuffisant il me semble, car cela évacue la responsabilité du père et de son rapport éthique à la position qu'il va lui tenir. Cette position n'a pas juste à voir avec le discours de la mère, mais avec l'être qui est devenu père, cet être-là, cet homme-là, et aussi avec son propre complexe d'Oedipe. Freud, après une auto-analyse à la suite de la mort de son père, décrit ainsi le rapport qu'il a à son propre Oedipe dans une lettre à Wilhelm Fliess, datant du 15 octobre 1897. Donc je cite la lettre. Chez moi aussi, j'ai trouvé le sentiment amoureux pour la mère et la jalousie envers le père, et je les considère maintenant comme un événement général de la prime enfance. Fin de citation. Ce fantasme oedipien prend réalité pour le personnage d'Oedipe dans la pièce de Sophocle, Oedipe roi. Ce dernier, sans le savoir, tue son père et épouse sa mère. Lorsqu'il réalise ce qu'il a fait, il se crève les yeux. Dans ce mythe, le fantasme se concrétise et c'est cela qui provoque l'épouvante, car un fantasme n'a pas vocation à se réaliser.
Fernando de Amorim, psychanalyste, propose de transposer la psychanalyse sur le plan aquatique et maritime. Il nomme ainsi ce qui est de l'ordre du complexe d'Oedipe, la mer d'Oedipe. Lors d'une supervision individuelle avec Amorim, celui-ci dit que cette transposition permet de mettre la libido en évidence. En tant que clinicien, nous ne pouvons pas penser en terrien. Il faut s'imaginer que le psychanalysant est sur un bateau. Il rame et il est à la merci du réel que sont des éléments comme le vent et les courants. Notre guide, ce sont les associations libres des psychanalysants. Celles-ci nous permettent de voir où le bateau se dirige. Le psychanalyste est là, dans le bateau, avec le psychanalysant, et ne fait pas grand-chose. La mer d'Oedipe se traverse au cours d'une psychanalyse. Cela indique qu'il y a une entrée et une sortie. Cette épopée se vit, s'éprouve sur le divan, avec toutes les tempêtes que cela implique. Frustration, rage, impuissance, colère, haine, jalousie, amour, possessivité, découragement, joie, espoir et désespoir. Elle est subjective et singulière. La naissance de l'enfant de Paul est une occasion pour lui d'entamer cette traversée de la mer d'Oedipe, de visiter les rapports avec son père, avec sa mère et avec son frère. Tout ce marasme familial et oedipien a conduit Paul à sa psychanalyse. Le complexe d'Oedipe, mis en évidence par Freud et éclairé par le mythe de Sophocle, est souvent malmené et remis en question par les professionnels de santé eux-mêmes et par les analystes aussi. Pourtant, il est fondamental dans nos cliniques. Voici ce qu'en écrit Amorim, je le cite. « La mer d'Oedipe, ce n'est pas une crise, mais une traversée fondamentale pour les êtres parlants. Ceux qui ne la traversent pas effectivement restent, tels des naufragés, au milieu de l'océan psychique que Freud avait appelé inconscient, sans savoir quelle direction donner à leur vie. » Fin de citation d'Amorim. Nous ne pouvons pas dire à l'avance si Paul naviguera jusqu'à bon port ou s'il abandonnera le bateau en route. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, il navigue, il rame et il avance. Être père est un état de fait à la naissance de l'enfant. Le devenir suppose le fruit d'une construction qui peut se faire avec l'aide d'une psychanalyse. Je terminerai cette intervention par des questions. L'enfant de Paul s'est avéré être de sexe féminin. Il s'est demandé comment protéger sa fille et s'il pouvait l'aider. Cette interrogation, il l'a mise en lien avec le fait que ce soit justement une petite fille. Ainsi, les prémices d'une réflexion me sont venues. Le sexe de l'enfant a-t-il une incidence sur la paternité? Qu'est-ce que c'est être père dans le développement d'un nouveau-né, nourrisson, enfant, puis pour une jeune fille en devenir d'être adulte? Amorim évoque la dérobade des majeurs qui entoure les petites filles et qui ne l'accompagnent pas vers l'acceptation de leur propre sexe, donc l'acceptation du réel. Ce manque d'aide a une incidence sur sa construction de petite fille, de pubère, de jeune femme à femme adulte. Un parent adulte, non un majeur, fera ce travail d'accompagner et d'aider la petite fille pour qu'elle supporte son manque, grandisse et, selon l'expression d'Amorim, danse avec le réel. La responsabilité des parents et celle du discours sociétal sont mises sur la table et engagées dans les souffrances et les symptômes de la petite fille. Les enfants élaborent des théories imaginaires pour supporter leurs conditions. Le problème vient de l'audit des parents et de leurs lectures imaginaires qui freinent l'enfant dans son développement et l'alourdissent. Ainsi, ceux-ci ne trouvent pas de branche à laquelle s'accrocher et en viennent ainsi à prendre la voie des symptômes et de la souffrance. Je vous remercie.